Dubaï. Max est avachis sur le canapé en cuir blanc qui trône au milieu d'un salon grand comme un terrain de foot ou presque, encadré de baies vitrées qui offrent une vue inouïe sur la ville, un délire d'acier et de verre, une forêt de buildings clinquants comme des bijoux. Max porte un short Lacoste, une chemise en soie Armani, des lunettes Gucci, il fume un barreau de chaise de Cuba. Max est dealer, un dealer de haut vol. Il contrôle une bonne partie du marché français. Le petit gars de Créteil est devenu un cador du business. Hashish, cocaïne, exta, héroïne, il fait tout. Surtout la coke en ce moment. Recherché un peu partout en Europe, il se planque donc dans les Émirats. Enfin, se planque. Il n'est pas vraiment discret avec ses fringues qui brillent et son 4x4 Mercedes. Disons qu'il arrose les bonnes personnes. Pour l'instant, il est tranquille. Tant qu'il paye, beaucoup, on lui fiche la paix. Max regarde un match de l'OM en replay sur un écran géant, 3 mètres sur 2, accroché au mur, aussi blanc que le canapé d'ailleurs. Son iPhone doré vibre. C'est le business, les affaires, il faut les poursuivre. Sa liberté coûte cher, on l'a compris, et l'argent doit entrer. Max regarde l'écran du téléphone, mais ses écouteurs, dorés aussi. Il jette un coup d'œil à sa montre, Rolex bien sûr, celle avec les diamants. C'est le moment. Là-bas, en France, Max se lance dans la conquête d'un nouveau point de deal. Un gamin de 17 ans va mitrailler pour lui une place, autrement dit un lieu de vente de drogue, qu'il veut récupérer à Marseille. Le môme va tuer 2 ou 3 guetteurs du camp d'en face. Il faut en profiter, ils sont affaiblis par la chute de leur boss qui est en tôle pour un bout de temps et c'est le moment d'attaquer. Prendre des places donc. On fournit au tueur une voiture avec chauffeur, un kalachnikov et un chargeur plein. Il arrive, il arrose, 40 cartouches, une dizaine de secondes, il remonte dans la voiture. S'il réussit son coup, on lui donnera 15 000 €. Si les cibles ne sont que blessées, 5 000. Max va suivre l'action en direct depuis Dubaï avec son téléphone. Il va même la piloter, ouais. Il va piloter un ado de 17 ans tueur à gages. Podcast Story. Ça a commencé dans les années 2020. On les a vus arriver d'un coup en France. Ils ont 16, 18 ans. Les boss du trafic de drogue les engagent pour commettre des meurtres. Les enfants tueurs. On pensait le phénomène réservé à la Colombie ou au Mexique, dans des pays loin de chez nous, connus pour être des quasi-narco-États où la violence est endémique. Eh bien non. Ici aussi. Les affaires s'enchaînent. Toujours le même scénario. Un jeune garçon équipé d'un fusil mitrailleur ou d'un revolver automatique tue un autre ado qui tient un point de deal ou alors un trafiquant plus âgé dans un bar ou dans sa voiture. Ces enfants tueurs n'ont aucune expérience, évidemment. Ils maîtrisent mal les armes et il est arrivé plusieurs fois que des balles perdues touchent des personnes qui étaient juste là au mauvais moment et n'avaient rien à voir avec toutes ces histoires. On a vu aussi des meurtres transformés en mise en scène macabre pour terroriser le camp d'en face. On a retrouvé des victimes démembrées à la tronçonneuse, d'autres brûlées vives dans le coffre d'une voiture. Il paraît qu'on appelle ça la jambisation ou le barbecue. Ambiance. Ça se passe à Paris, Marseille, Nîmes, Nantes, Valence, Besançon, ça se passe partout. Les arrestations se sont multipliées, mais le nombre de meurtres, lui, n'a pas baissé. Au contraire, on en est à 450 victimes. La police retrouve et arrête beaucoup de ces tueurs. Ce qui n'est pas difficile, ce sont des gosses amateurs, pas des professionnels, donc ils laissent leur ADN et leurs empreintes partout. On les voit sur les caméras de surveillance, cagoulés bien sûr, mais ils sont bien là. Un jour, l'un d'entre eux s'est même filmé en selfie et posté sur les réseaux. Il se vantait d'avoir tué 7 ou 8 personnes et d'avoir gagné plus de 100 000 €, et il s'est publié en ligne. Il est en prison, bien sûr. On en arrête beaucoup des comme ça. Chaque année, ça augmente. C'est comme s'il existait un réservoir infini de gamins tueurs. Voici l'histoire de l'un d'entre eux. Carlito gère un point de deal à Marseille. Un des plus importants, un four, comme on dit.
Carlito a grimpé les échelons, il a fait guetteur, vendeur dans la rue, transporteur, et puis, un jour, les boss se sont souvenus qu'il avait passé un bac pro comptabilité. Alors, ils lui ont donné une place à gérer. Et il est bon, Carlito. Pas une erreur, pas un euro qui manque. Il réceptionne les pains de hashish qui arrivent d'Espagne et avant ça du Maroc. Il les découpe en portions de 20, 50, 100 et 200 euros. Il les range dans des petits sachets en plastique et les distribue à ceux qu'on appelle les jobbers, d'autres gamins qui les vendent sur le terrain. Carlito est un très bon gestionnaire. Il tient ses livres, les sorties, les entrées, les dates et une colonne spéciale. La colonne dite frais de fonctionnement. Voilà comment ça marche. Max, à Dubaï, décide ou autorise un assassinat. Ça peut être un concurrent, un mauvais payeur, une balance ou simplement des mômes qui bossent pour un autre gang. Max envoie un message à Alan. Alan, c'est le numéro 2, il est juste en dessous de Max dans la hiérarchie de leur entreprise. Alan est en Europe, on sait jamais vraiment où, Rotterdam, Paris, Barcelone. C'est Alan qui fait suivre le message à Carlito, à Marseille. Et Carlito va sur Telegram, Signal ou Snapchat pour trouver un tueur. Oui, c'est là qu'ils sont, sur les messageries cryptées. Ils ont des pseudos parlants comme Kalash93 ou Montana pour Tony Montana de Scarface. Scarface d'ailleurs est couramment utilisé comme Escobar, Chapo ou AK-47, les classiques. Les références d'une génération, un mélange de ce qu'ils voient sur Netflix et les noms d'armes légendaires. Carlito choisit un dénommé AK-59, un ado qui habite dans une autre région, loin à Roubaix, c'est dans le nord. Le jeune tueur ne saura jamais qui l'a engagé. Il ne connaîtra pas non plus le nom de sa cible, ni celui du chauffeur qui l'accompagnera jusqu'à la victime, au volant d'une voiture qu'on brûlera ensuite. Il ne saura rien sur personne. 15 000 € donc. C'est la somme que Carlito inscrit dans sa colonne frais de fonctionnement. AK-59, c'est Théo. 17 ans, 1m80, un peu dégingandé, un corps fin, musclé, les cheveux rasés à la tondeuse et un semblant de barbe brune clairsemée qui souligne sa jeunesse. Des yeux rieurs, un peu trop cernés. Ce matin, il n'est pas allé au lycée. Il est sur le quai 44 de la gare Lille-Europe. Il marche rapidement. Pas de bagages, juste un petit sac de sport pour sa tenue de travail qu'il a acheté chez Decathlon. Jogging noir, sweat à capuche noire, cagoule noire, gants fins noirs, baskets et chaussettes noires. Pas de marque. Théo monte dans le train pour Paris à 8h10. Il arrivera à destination Gare du Nord à 9h50. Il a vérifié sur Google, il a largement le temps de rejoindre la gare de Lyon, où il montera dans un train pour Marseille à 11h, arrivé à 14h15. Une fois à Marseille, il remplit le contrat et reprend le train dans l'autre sens, celui de 18h45. Il sera de retour à Roubaix avant minuit. Il a prévenu sa mère, il lui a dit que ce soir, ils vont au cinéma avec les copains. Il ne rentrera pas après les cours, ils iront au McDo puis après au ciné. On est vendredi, demain c'est le week-end, donc pas de problème. Théo a quitté la maison ce matin comme chaque jour à 7h30. Il a embrassé sa mère et ses deux sœurs. Son père était déjà au boulot. Il est vigile et travaille en horaire décalé. Cette semaine, il fait 5h, 11h. Théo a pris son sac et il est monté sur son scooter. Mais au lieu d'aller au lycée, il a filé à la gare. Il faut dire que de toutes les façons, il y va plus beaucoup au lycée. Il donne le change à ses parents qui, eux, le laissent un peu en roue libre. Sa mère travaille dans un pressing, elle repasse des chemises et des caleçons 8 heures par jour. Et son père garde des parkings à des heures impossibles. Quand il est à la maison, il dort. Les deux sentent bien qu'il y a quelque chose qu'ils ne maîtrisent plus très bien chez Théo. Son père a tendance à ignorer les questions. Leur fils change, c'est normal, c'est un ado, et les ados font ça. Il change. Sa mère est plus méfiante. Ses vêtements qu'il porte, ce nouveau scooter, le téléphone, et puis les cadeaux. Il a offert un vidéoprojecteur à la famille. Ça vaut au moins 600 €, un truc pareil. Comment trouve-t-il tout cet argent? Il a toujours une histoire pour expliquer Théo. Le téléphone, il l'a eu en promo avec un abonnement. Ou alors il dit que les fringues, ce sont des fausses marques achetées au marché chinois.
Pour le scooter, c'est un de ses copains qui lui prête pendant qu'il est en Belgique pour un travail. Sa mère, elle n'y croit pas trop à toutes ces histoires. Elle espère qu'avec sa bande, ils font pas trop de conneries. Évidemment, elle peut pas imaginer. Théo, un tueur? C'est allé vite. Ça a commencé 6 mois auparavant, à la rentrée. Comme la moitié de sa classe, Théo fume de l'herbe ou du shit. Pas beaucoup, ça coûte cher. D'ailleurs, il en a ras-le-bol, Théo, de cette vie sans argent. Les parents gagnent de quoi tenir, mais sûrement pas assez pour acheter les nouvelles Nike, un iPhone ou un scoot. Et c'est tout ce qu'il veut, Théo. Des fringues de marque, un téléphone qui a de la gueule, un scooter. Il veut être classe, il veut aller en boîte, il veut aller au resto, il veut épater les filles. Il veut de l'argent pour le dépenser. Voilà, c'est simple, non? C'est ce qu'on lui dit, c'est ce que lui dit le monde entier à chaque instant. Sur son téléphone, les affiches dans la rue, son ordi, Spotify, YouTube, à la télé, partout, le même message. Dépense de l'argent. Il ne le sait pas, Théo, mais chaque jour, son cerveau capte 1500 messages publicitaires. Et encore, il semble que ce chiffre soit sous-estimé. 1500 fois par jour, achète. Forcément, ça influence. Bref, il lui faut de l'argent. Ils sont une bande de 7 garçons. Ils se sont baptisés les Piranhas. Ils ont pris ce nom dans un film sur les ados dealers de Naples, en Italie. Les Piranhas, ça claque. Et c'est vrai que quand ils déboulent tous à fond sur leur scooter, on dirait bien ça, une bande de piranhas. Ils ont commencé à vendre de l'herbe au lycée, pas beaucoup, juste assez pour payer leur consommation. Ça a vite changé. C'est toujours la même chose, la fameuse loi de l'offre et de la demande. Et la demande, il y en avait. Tout le monde voulait fumer au lycée, mais aussi dans les clubs de sport et les cafés du coin. Alors les piranhas, ils ont fait comme aurait fait n'importe quel commerçant. Ils ont augmenté l'offre. Ce jour-là, c'était juste après les vacances de la Toussaint. Théo était aux courses avec un autre piranha. Aller aux courses dans leur jargon, c'est aller dans un quartier pour acheter la marchandise, autrement dit l'herbe. Et ils se sont mis d'accord avec le patron de la place pour des quantités un peu plus importantes, parce que là, ils se sont mis à acheter pour 2000, 3000 euros à chaque fois. Le truc, c'est que comme ils font du business, il faut qu'ils reversent un pourcentage. C'est comme ça. Les piranhas ne le réalisent pas vraiment, mais ils sont devenus un des rouages d'une organisation criminelle. Eux se disent qu'ils font juste un peu de business, rien de méchant presque, ils dépannent les potes quoi. Mais en vrai, et le dealer leur a dit ça très clairement, en vendant au lycée, vous tenez une place que vous avez créée, donc vous payez. En Italie, on dit le pizzo. Ici, on dirait une taxe. Ils ont accepté. Ils n'ont pas le choix de toutes les façons. Et ils reversent 50% des bénéfices pour avoir le droit de continuer. Ce jour-là, Théo regardait le dealer qui pesait l'herbe. Ils commençaient à se connaître. C'était la 10e fois au moins qu'il faisait affaire, même s'il ne connaissait toujours pas son nom. Il disait juste « Appelez-moi le dealer ». C'est le dealer donc qui a lancé ce jour-là à Théo. « Et tu veux pas gagner plus ? Tu me sembles débrouillard, toi ?» Théo, il a pensé que l'autre lui proposait de vendre plus de drogue. Mais c'était pas ça. C'était autre chose. Le dealer lui a parlé de télégramme et de signal. Et c'est là que tout a commencé. Pour son premier contrat, il était second tireur. Il était à l'arrière de la voiture. Il lui avait donné un revolver, un 45. Il lui avait montré comment enlever le cran de sûreté. Pour le reste, c'est simple, tu tends le bras et tu presses la détente. Mais seulement si le premier tireur foire son coup, sinon tu bouges pas. Il n'avait pas bougé. Mais il avait tout vu. Le type qui était assis devant, à côté du chauffeur, était habillé tout en noir, avec une cagoule et la capuche rabattue. Ils sont allés dans une banlieue de Paris. Ils se sont garés pas loin d'un café à chicha. Le chauffeur suivait des ordres qu'on lui donnait dans les écouteurs. Il a dit « Un type va sortir dans 1 minute. Il porte une casquette rouge. Tu le fais. » Et c'est arrivé. Un gars avec une casquette rouge est sorti du café. Le type en noir est sorti de la voiture, il a marché vers sa cible, il a tendu le bras, lui aussi avait un 45, il a tiré au moins 5 fois, il est remonté dans la voiture, et voilà. Cette fois, Théo n'a pas tiré. Il a vu comment on pouvait gagner 15 000 euros.
Une somme énorme, inaccessible. Pour le deuxième contrat, il a tiré. Ils étaient 2 dans la voiture. Ils se connaissaient pas. Ils se sont pas parlé. Camouflés dans leur tenue noire, silencieux, immobiles. On leur avait donné des pistolets mitrailleurs israéliens, des Uzi. L'arme était légère et semblait petite dans sa main. En la tenant, Théo avait eu cette réflexion, un enfant pourrait l'utiliser. Le chargeur contenait 20 balles. Vous balancez la sauce et vous filez. Des ordres simples. Un soir, à minuit, la voiture les a lâchés au coin d'une rue à Nîmes. Ils ont marché jusqu'à un restaurant italien. Il faisait sombre, la vitrine était encombrée d'affiches et de drapeaux et on voyait pas bien s'il y avait du monde à l'intérieur. Ils ont vidé les chargeurs. La vitrine a volé en éclats. Le lendemain, Théo a appris que la fusillade avait fait 1 mort. Le patron du restaurant qui comptait sa caisse. Comment savoir qui a tué ? Est-ce que c'est lui, Théo, ou est-ce que c'est l'autre ? Ce n'était déjà plus important. Il avait touché 7 500 €. La moitié de la prime habituelle, mais c'était convenu d'avance, il partageait avec l'autre. Mais 7 500 €, il avait jamais vu autant de billets. Théo sort de la gare Saint-Charles à Marseille. Il s'est changé dans les toilettes du train. Il porte sa tenue de travail, tout en noir, et monte rapidement dans la voiture qui l'attend comme prévu sur le parking. C'est une Citroën C3 bleue familiale, anonyme. Le chauffeur lui fait signe de monter à l'arrière. Une couverture est étalée sur le sol de la voiture. Théo la repousse du pied. Il découvre une Kalachnikov. Et ne peut retenir un frisson d'excitation. Ouais, on lui a déjà expliqué le fonctionnement de l'arme qu'ils préfèrent tous depuis toujours, mais il ne l'a pas encore utilisée pour de vrai. Ils roulent une demi-heure jusqu'à une barre d'immeubles dans une banlieue, toujours les mêmes, grises, usées, 15 étages, avec les fenêtres alignées, parfois cassées, bouchées avec du carton et les murs couverts de tags. Devant, c'est la zone, voitures défoncées, caddie de supermarché, bac poubelle renversé, des obstacles pour empêcher la police de passer. Le chauffeur donne les ordres sans tourner la tête vers Théo. Tu marches jusqu'à la voiture brûlée là-bas, tu seras à 200 mètres de l'immeuble, tu vises les 2 guetteurs qui sont assis sur les marches, t'arroses, tu vides le chargeur et tu reviens. Théo se redresse, le chauffeur l'arrête d'un geste. Attends. 1 minute passe. Le téléphone du chauffeur vibre. Il regarde le message et dit à Théo, « Vas-y. » À Dubaï, Max vient de donner le top départ. Il regarde maintenant les images que lui envoie le chauffeur. La silhouette noire du tueur qui s'avance rapidement, en se penchant en avant, vers une carcasse de voiture. Une fois arrivé, il n'hésite pas une seconde. Il se relève, braque le fusil mitrailleur et tire. Max n'a pas le son. Le tireur vide son chargeur en quelques secondes. Là-bas, 2 silhouettes tombent au sol. Max coupe la communication et relance le match de l'OM sur son écran géant. Théo arrive chez lui à 23h30. Sa mère n'est pas couchée, elle regarde la télévision. « T'as passé une bonne soirée, Théo ?» Il répond que c'était sympa, mais il est crevé, là, il va se coucher. « Vous avez vu quel film ?»« Oh, un truc de gangster. » Sa mère tique. Lui et ses copains, ils regardent que ça, des films de gangsters, comme ils disent. Elle aime pas. Théo la rassure. « T'inquiète, maman. C'est rien que du cinéma. » Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.